Bonjour à tous. Récemment, une réalisatrice blanche, Clémentine Célarié, a dit qu'elle était noire parce qu'elle avait vécu un temps en Afrique. Affirmation qui relève, selon le consensus scientifique, d'une énorme dinguerie. Et cette affirmation, elle m'a fait penser à un autre scandale dont vous avez déjà peut-être entendu parler, mais qui avait défrayé la chronique outre-Atlantique. Accrochez vos ceintures et on est parti pour une histoire complètement dingue, complètement crazy, comme disent les outre-Atlanticiens. Ces blancs qui veulent être noirs, c'est parti. Mais merci à CyberGhost VPN de sponsoriser ce contenu. Alors CyberGhost, vous commencez à connaître, c'est un VPN, donc un Virtual Private Network, qui te permet de naviguer sur le net sans te faire attendre par Daniel Cohn-Bendit à la sortie de chez toi. Bonne journée. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et le leader sur le marché, c'est évidemment la politique No Logs qui garantit qu'aucune donnée ne sera conservée par le logiciel. En plus, pour les footeux qui me regardent, grâce à CyberGhost VPN, tu peux t'envoyer de l'énorme Champions League en streaming gratuit, ça t'évitera d'aller dans un PMU avec 9 minutes de délai. CyberGhost te permet aussi de regarder des combats du UFC du Moyen-Âge, là aussi gratuitement. Et enfin, CyberGhost VPN te permet d'aller sur le site Tiblor pour accéder à des millions de contenus en streaming gratuitement. Grâce au lien que je te mets en description, tu bénéficies de 83% de réduction sur l'abonnement, soit un abonnement à 2,03 € par mois avec évidemment 3 mois gratuits. Clique sur le lien dans la description pour avoir plus d'informations. Alors, on débute notre histoire en 2014. Une femme, Rachel Dolezal, est nommée présidente de la National Association for Advanced Colored People, la NAACP, à Spokane, dans l'état du Washington. Et cette Rachel Dolezal, c'est pas n'importe qui, c'est une militante des droits civiques américains qui est par ailleurs très impliquée dans le milieu universitaire. Je te parle pas de n'importe quel professeur, je te parle d'une professeure de civilisation africaine, d'africologie, de spécialiste de la souffrance des femmes noires et des Afro-Américains. Durant le mouvement Black Lives Matter, qui va débuter en 2013, Rachel Dolezal est une figure très reconnue dans la région pour ses travaux et pour ses engagements. Et même plus, elle va être nommée en 2014 médiatrice de la police par le maire de la ville, David Condom. David Condom, c'est le maire de la ville et ça veut dire préservatif. Bref, ça n'a rien à voir. On va la retrouver, cette Rachel, un peu partout dans les associations locales et dans les conférences universitaires lorsqu'on va mentionner la notion de racisme systémique ou d'appropriation culturelle. C'est vraiment la figure, the figure de référence des thématiques raciales dans la région. Mais certaines personnes de son association commencent à remarquer des détails un peu particuliers. Rachel est très floue quand on parle de sa famille. Parfois, elle va expliquer même qu'elle est descendante des natives, donc des Amérindiens. Elle a tendance à se mettre bien plus en avant que ses collègues noirs quand les médias se rendent dans l'association ou même se rendent dans la ville. Bref, il y a un truc louche. Kitara Johnson, sa collègue dans son association de soutien et de médiation pour les noirs de la ville, estime par ailleurs que aucun noir n'avait été autant affirmatif à 100%, aussi fier de son identité que cette fameuse Rachel Dolezal. Et en 2015, tout s'accélère. Rachel affirme recevoir des lettres de menaces à caractère raciste dans sa boîte aux lettres. Donc, on parle de lettres à caractère ultra raciste et assez intéressant, ultra personnalisé. On va faire mention dans les lettres de son père noir et de ses origines amérindiennes. Comme si les lettres racistes qu'elle recevait venaient confirmer ce qu'elle disait. Cette histoire commence à être louche. Et c'est d'autant plus louche que la police locale va mener son enquête sur les lettres de menaces et arrive à la conclusion que ces lettres de menaces racistes n'ont pas été envoyées par la poste, mais qu'elles ont été déposées dans une boîte aux lettres. Et la seule personne qui avait accès à cette boîte aux lettres, je vous le donne en mille, c'est Rachel elle-même. Et là, on va avoir un journaliste local, Jeff Humphrey, qui fait une interview de
de Rachel Dolezal, où il la confronte, bon déjà dans un premier temps sur les lettres racistes qu'elle aurait reçues, mais qui s'avèrent être des lettres qu'elle a écrites. Bon là, elle commence à bégayer, et le journaliste va aussi lui poser des questions sur ses parents. Et là, c'est le drame. On se rend compte que de une, les menaces qu'elle recevait étaient des fausses menaces, et qu'elles ne servaient qu'à accréditer le mensonge autour de la couleur de peau de Dolezal, et on se rend compte aussi que Dolezal, elle est blanche, et genre totalement blanche. Je vous mets l'extrait. Is that your dad? Yeah, that's my dad. This man right here is your father? Right there? You have a question about that? Yes, ma'am. I Okay. was wondering if your dad really is an African American man. That's a very I don't know what you're implying. Are you African American? I don't understand the question of I did tell you that yes, that's my dad. Are they white? À partir de ce moment-là, on peut dire que c'est la descente en rafting en direction des enfers pour notre chère Rachel. Jeff Sell et Maureen Dolan, deux journalistes, vont publier un article Black Like Me, où on découvre les deux parents de Dolezal. Et c'est blanc. C'est même très très blanc. Dans la communauté noire de la ville, ça commence à regarder de travers la petite Rachel, voire carrément à la détester, comme son ancienne acolyte Latoya Brackett, qui assume détester tout ce que Dolezal représente. Mais avant de parler de ce que cette controverse traduit politiquement, on va faire un bref résumé de la vie de Dolezal, de la vraie vie de Dolezal, pas de ce qu'elle a raconté, mais de ce qui s'est vraiment passé. Rachel est née le 12 novembre 1977 dans le comté de Lincoln, dans le Montana. Ses deux parents, Russan et Lawrence Dolezal, sont deux blancs d'origine allemande et suédoise. C'est compliqué de se faire passer pour un Ivoirien. C'est assez difficile de connaître par ailleurs la vraie biographie de Rachel, sachant qu'elle a écrit un livre où elle raconte ce qui semblerait être sa biographie et que ses parents ont démenti, ont attaqué en justice et ont gagné. Donc du coup, c'est assez compliqué de dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est fantasmé, ce qui ne l'est pas. Mais de ce qui se rapproche le plus de la vérité, on peut dire que Rachel a grandi principalement aux États-Unis, avec quelques séjours en Afrique du Sud. Ses deux parents sont des fervents chrétiens, ils ont un autre fils et vont d'ailleurs adopter plusieurs autres enfants noirs. Rachel commence très jeune à s'intéresser à la notion de négritude et à l'histoire des Noirs américains, à laquelle elle va très vite s'identifier. Elle racontera aussi que son frère et que son père l'ont abusée sexuellement, ce qui sera démenti par ailleurs dans un procès qu'elle va perdre. Rachel Dolezal a un rapport très particulier à la vérité, on le verra. Sa mère dira dans une interview que Rachel aimait énormément se déguiser lorsqu'elle était petite. Elle aimait aussi, et c'est là que ça devient intéressant, elle aimait prendre le discours de son déguisement. En 2002, elle candidate à l'université Howard aux États-Unis et cette université accorde, c'est dans la politique de l'université, elle accorde des bourses aux étudiants afro-américains. Qu'à cela ne tienne, Rachel Dolezal se met au taquet de fond de teint, prend une perruque afro et vas-y que je suis noire. Dans un premier temps, ça passe auprès de l'administration, mais on va très vite lui retirer la bourse quand on comprend que Rachel est en réalité blanche. L'étudiante va entamer une procédure judiciaire contre l'université pour, je cite, c'est important pour la suite, elle va attaquer l'université pour discrimination liée à la couleur de peau blanche. On est de retour en 2015, quand on comprend qu'elle a menti sur toute la ligne sur sa couleur de peau. Lorsque le scandale éclate, elle met en avant un principe pour justifier ce que beaucoup vont considérer comme un blackface opportuniste. Elle explique qu'il s'agit en réalité de transracialité. On va définir un peu ce qu'est la transracialité, même si ce terme entraîne le suicide de 87% des scientifiques du monde. En gros, dans une mouvance qu'on pourrait appeler progressiste, c'est l'idée que l'on peut naître dans un corps et dans une ethnie qui ne sont pas nous. On aurait un moi profond rattaché à une ethnie ou à une nationalité qui n'est pas l'ethnie ou la race assignée à la naissance. En gros, pour les Américains, c'est ça. Donc on connaissait ça avec les trans, qui sortent cette carte joker assez souvent, mais là, on va passer un step, on va glow up en l'appliquant à l'ethnie. Et ce terme de transracialité va être employé par Dolezal après qu'elle ait tenté un argumentaire complètement nul à base de « Non mais en fait c'est pas moi qui suis africaine, mais tous les humains sont africains à la base ». Très rapidement, Rachel Dolezal va expliquer face caméra que l'identité blanche ne lui convenait pas et qu'elle préférait être noire. Et on retrouve un peu ce que le journaliste canadien Patrick Moreau, que j'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo, appelait la prétention moderne, à savoir la prétention des progressistes à choisir
tout, y compris ce qui ne relève pas d'eux-mêmes et en l'occurrence leur couleur de peau. Et ça, même si la science dit l'inverse, puisque la science, tout comme le réel, doit se plier à la volonté illimitée de Rachel Dolezal. On parle souvent d'individu roi ou d'individu tyran pour désigner ce phénomène, mais on peut penser que choisir son identité en fonction de ce qui est le plus vendeur, c'est juste un enfant roi en fait. C'est un enfant roi qui n'a jamais grandi. Cette notion de transidentité, le philosophe Philippe Hunman, il n'est pas super d'accord. Il va décrire dans Privilège épistémique et accommodement déraisonnable, en référence à accommodement raisonnable, il va dire que accorder la notion de transidentité aux progressistes, c'est une concession qu'on fait sur le sens commun. En gros, les gens admettent plus ou moins qu'il y a une réalité tangible et objective et vont construire sur cette réalité tangible et objective, ils vont construire des propositions de société. Genre, il y a un arbre sur la route, il y en a qui vont dire on le coupe et il y en a qui vont dire on le contourne. Mais ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a un arbre. Et les progressistes diraient non, il n'y a pas d'arbre. D'ailleurs, les arbres, ça n'existe pas. C'est ça la concession sur le réel que l'on fait quand on accorde la notion de transidentité. Par ailleurs, Dolezal expliquera en interview « Oui, mais l'ethnie et la race, c'est des constructions sociales et non une apparence physique. » Mais dans ces cas-là, on peut demander à Rachel pourquoi avoir tenté de ressembler physiquement à une personne noire. Si la notion de noir ou de blanc c'est dans la tête, pourquoi avoir mis un déguisement de noir si jamais le noir c'est dans la tête? Donc pour moi, Rachel était plus dans un fantasme d'être l'autre, un fantasme d'être la victime, que dans un réel malheur. Par ailleurs, Dolezal a tenté de s'expliquer dans un livre qui a été vendu à 700 exemplaires. Voilà, le stade municipal du coin, quoi. Surtout que quand j'ai entendu cette histoire, il y a deux choses qui m'ont frappé. Déjà, il y a eu mon père. La première chose, c'est que toute cette histoire autour de Rachel Dolezal, finalement, c'est une question de légitimité de discours. Si Rachel Dolezal s'est peinturé la gueule et qu'elle a mis une moumoute, c'est qu'elle s'est dit que c'était la seule façon qu'elle avait pour être audible dans le discours qu'elle prônait autour du racisme systémique aux États-Unis. Autrement dit, selon elle, on ne peut parler d'un sujet que lorsque ce sujet a été vécu physiquement par l'individu qui le mentionne. Ça rejoint un peu ce que je disais sur les réunions non mixtes dans une autre vidéo. Un psychiatre bac+9 spécialiste de la petite enfance et interne en neurobiologie, sa parole, elle a moins de valeur que celle d'un enfant, si on parle du sujet de l'enfance. C'est la fin de la parole experte pour une espèce de parole vécue. Surtout que ce qui a été reproché à Rachel Dolezal, c'est qu'une blanche qui se met de la peinture sur la gueule, on peut vaguement penser que son arrière-grand-père c'était un Martiniquais. Or, un Ivoirien qui arrive en disant que c'est un Suédois blanc protestant, plus difficile à faire croire. Donc beaucoup de personnes de la communauté noire ont expliqué qu'en fait ce qu'avait fait Rachel Dolezal, c'est une autre expression du privilège blanc. Et ouais, oui, parce qu'il y a que les blancs qui ont le privilège de se peinturer la gueule pour faire partie des victimes. Et oui, donc c'est le premier élément. L'idée qu'il faut être noir pour parler des noirs et de manière générale faire partie d'une communauté pour parler de cette communauté. Et surtout, quand on regarde le documentaire Netflix au sujet de Rachel Dolezal, on se rend compte qu'au final, ce que cette meuf a toujours voulu au plus profond d'elle-même, c'était d'être une victime. C'est d'avoir le statut de victime dans l'espace public. Et ça, Mathieu Laine, avocat chargé d'enseignement à Assas, il décrit ça comme l'ère de la victomania. Et c'est vrai. C'est vrai parce que quand on regarde l'espace public, les gens ont tendance à entrer dans le discours public avec une victimisation permanente. Et ça va être le statut de victime qui va te donner le droit de parler ou pas. La notion de racisé, par exemple, qu'on voit souvent en ce moment, c'est une notion qui est éminemment victimaire. C'est se définir avant tout comme quelqu'un qui est victime de racisme. Et de toutes les autres histoires similaires à celle de Dolezal que j'ai pu voir, l'aspect victimaire, c'est un pattern qui revient très souvent. Andrea Smith, c'est une universitaire qui a axé sa carrière sur ce qu'ont subi les Amérindiens, puisqu'elle expliquait, elle, que c'était une Cherokee, je crois. Or, elle n'était pas du tout Cherokee, mais elle utilisait ça pour parler de la souffrance des Cherokees. Et pareil pour Chonkin, pasteur qui s'est illustré pendant Black Lives Matter, qui lui non plus n'avait absolument rien de noir, mais qui avait utilisé l'argument d'être noir pour expliquer qu'il avait vécu du racisme, donc il était légitime à parler de racisme dans l'espace public. Il y a un article de Guillaume Erner dans le journal des psychologues qui est sorti récemment, et cet article-là, il explique que c'est pas tellement la victime qu'on aime dans nos sociétés, mais c'est plus le bourreau qu'on déteste, et que nos sociétés ont besoin d'un ennemi, d'une personne à combattre, et les victimes, elles vont nous rappeler que les bourreaux, donc les ennemis, existent encore.
Voilà, c'est tout pour ma petite Rachel Dolezal. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Eh oui, forcément. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France. Time!